Alors, nous attendons Vladimir Cosma qui arrive, accompagné de Jack Lang et du réalisateur, puisqu'on a voulu, donc, vous savez qu'on défend le cinéma d'auteur et que Jack Lang a été quand même quelqu'un qui a maintenu aussi ce soutien au cinéma d'auteur, qui est de plus en plus menacé. Et M. Jack Lang, il est où, M. Jack Lang? M. Jack Lang va arriver. Alors voilà. On avait prévu M. Jack Lang, je vous remercie, voilà, donc Vladimir Cosma. Je rappelle effectivement que les Rimbaud du cinéma sont là pour maintenir la poésie dans nos vies, dans le cinéma. Bien sûr, pour nous, le gros danger, c'est de considérer le cinéma simplement comme un produit industriel et que les Rimbaud du cinéma ont été créés en 2019 et en 2019, nous avons honoré Émile Kusturica et donc chaque année, nous honorons des personnalités qui nous ont donné l'envie de continuer d'avoir envie de faire des films. Voilà, donc on va être assez court, je ne voudrais pas non plus accaparer la parole. Simplement vous rappeler qu'en 2024, nous allons fêter les 10 fois 17 ans d'Arthur Rimbaud pour rendre à la jeunesse et à la poésie, à la jeunesse qui s'oppose à devenir des robots. Voilà, donc en 2024, on va donc avoir un volet cinématographique à Paris, où un jury international va venir remettre des Rimbaud, des coups de cœur. On s'oppose à l'idée d'un film meilleur qu'un autre, qu'il y ait des films étrangers. Pour nous, il y a une universalité, on refuse cette idée de compétition entre les artistes, mais en tout cas, on essaye de créer une fraternité sur la base effectivement de la musique, la poésie de Rimbaud, c'est de la musique. Je vais donc donner la parole à Vladimir peut-être, tout de suite, ou à Frédéric peut-être. Il veut dire quelque chose par rapport à Vladimir. Non, je voulais juste dire quelques mots, parce que d'abord, je voudrais qu'on remercie tous Manuel Sanchez et Muriel Sanchez qui sont à l'initiative des Rimbaud du cinéma. Je pense que c'est important et c'est formidable d'avoir Vladimir Cosma à notre côté, puisque c'est un monument de la musique et du cinéma. Et c'est Jack Lang qui a accepté, qui doit nous quitter, donc je vais tout de suite lui passer la parole, mais qui a accepté de remettre le Rimbaud d'honneur à Vladimir Cosma. Et je voulais juste dire, puisqu'on a la chance d'avoir Jack Lang parmi nous, à quel point c'est quelqu'un d'important pour tous ceux qui aiment la culture et le cinéma. Et que Justine Triet, à Cannes cette année, a publiquement fait état, alors qu'elle venait de recevoir la Palme d'Or, de son inquiétude, non pas pour elle-même, parce qu'elle-même a la Palme d'Or, et donc je pense qu'elle n'a pas de souci à se faire dans l'immédiat, mais pour que le cinéma qu'on aime, c'est-à-dire le cinéma dans sa diversité, le cinéma qui puisse exister en salle, eh bien, continue à faire de la France le premier pays au monde, puisque c'est le premier pays au monde, la France, en termes de diversité cinématographique, en termes d'aide au cinéma du monde, en termes de combat pour l'exception culturelle. Je me rappelle d'une conférence de Bruxelles à laquelle j'avais assisté, et Jacques Lang qui intervenait aux côtés de Jacques Delors en 1994. Jacques Delors avait dit « L'audiovisuel n'est pas une marchandise comme les autres ». Je pense que c'est très important de garder cette phrase en tête. Et beaucoup plus récemment, Jack Lang a accueilli à l'Institut du monde arabe les États généraux du cinéma, enfin, le programme de faire des États généraux du cinéma. Donc Jack Lang est toujours parmi nous dans ce combat pour la diversité, pour la culture et pour le cinéma. Donc merci monsieur. Nous sommes ici, pas pour me remettre une décoration. Non. Saluer Vladimir, ce grand maître. Lui est un vrai... Centimètre. C'est un immense inventeur
les personnes qui sont là, je pense, n'ont pas besoin que l'on rappelle ce qu'est votre œuvre immense et qui touche à toutes les palettes de la musique et de l'art. Donc c'est pour moi un grand plaisir. Et je remercie les personnes, vous-même, les gens qui animent ce lieu historique, ce lieu où nous avons vu tant de belles choses, de me proposer entre deux activités. Je suis coincé entre l'Institut du monde arabe à l'instant, où je dois retourner, mais pour moi, ça me touche énormément. D'être avec vous, près de vous, je ne savais pas que je mériterais de vous remettre ce Rimbaud, ça s'appelle Rimbaud d'honneur. En plus, je suis, comme tant d'autres ici, un admirateur de Rimbaud, et je raconte à nos amis que parmi les actions que nous avons menées pour Rimbaud, notamment pendant l'année Rimbaud, nous avions jamais créé à Aden, un des lieux où a vécu Rimbaud dans son expédition en Afrique, où il était une sorte de commerçant, et nous avions transformé la maison de commerce où il travaillait en une maison de la poésie. Malheureusement, un gouvernement ultérieur n'a pas eu la même pensée et a rayé de la carte cette maison de la poésie. En tout cas, merci pour ce que vous êtes, merci pour votre grandeur, et réellement c'est pour moi un moment émouvant et touchant que de vous remettre indûment ce Rimbaud qui est lourd, attention, il est lourd. C'est une œuvre de Paul Maupoil, œuvre d'artiste. C'est un Rimbaud de... Faites attention, il est vraiment lourd. Il est lourd, ouais. C'est un bronze. J'aurai la force de le... Vous avez la force. Sinon, vous allez venir m'aider. Mais pour l'instant, il est beau. Il est beau ce Rimbaud. Et je remercie d'abord Monsieur le ministre Jacques Lang, qui m'a déjà donné le goût des honneurs il y a quelques 3-4 années ou 30 années ou 13, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus tellement c'est le mais il m'a donné le premier grand prix et je lui remercie qu'il persiste dans cette initiative et j'accepte avec plaisir. Et je remercie aussi M. Sanchez qui a fait ce bel objet. Et voilà, j'arrive à le tenir même avec une seule main. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas lourd. Il est très très lourd. Et il mérite que je le tienne à la place de ce micro. Et voilà. Peut-être Alain peut dire quelque chose. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je suis très ému entre vous deux. M. Lang, et vous. De toute façon, j'ai de très grands souvenirs avec M. Lang, parce qu'il m'a permis de faire un film avec mon frère, qui s'appelle Danton, et c'est ce monsieur qui nous a donné toutes les autorisations de tournage. C'était très très difficile. Nous avons bloqué toute la conciergerie, le boulevard Saint-Michel. Les gens n'étaient pas très contents, mais merci quand même, parce que le film est une réussite, et merci pour tout. Voilà, je suis très très heureux de vous avoir. Pour les Rimbaud. Grâce à M. Sanchez. Grâce à Rimbaud. Non, moi, Grâce à Rimbaud. Un petit patronyme qui continue effectivement à vouloir maintenir tout ce travail, tous ces efforts qui passent à la fois par les artistes, mais aussi par le soutien des artistes, parce que les artistes parfois se sentent très très seuls, et quand ils rencontrent effectivement des hommes de pouvoir, des gens qui ont un pouvoir entre les mains pour maintenir effectivement ce feu nécessaire plus que jamais, puisque on est totalement laminé par une vision purement financière de l'art. Voilà, donc merci à Vladimir qui a donc permis aussi de... Il y a quelque chose à dire aussi, je pense. Ah oui, il a quelque chose à dire, excusez-moi. J'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose en vue. Provisoirement, oui. J'ai écrit 2 phrases, 3 phrases pour cette cérémonie-là, et je vous la
je vous la lis. Il me semble plus que pertinent que l'on ait décidé d'octroyer un prix Arthur Rimbaud à un compositeur de musique dans le domaine du cinéma. Pourquoi Rimbaud? On peut se poser la question. Eh bien, ma réponse est Arthur Rimbaud fut un musicien des mots. Dans ses textes, comme dans la musique, il réinvente l'amour. Les illuminations, ses poèmes en prose, d'une pureté et d'une nouveauté bouleversante, sont aussi de véritables chants de musique. Je reçois ce prix des mains de M. Jack Lang, éminent ministre de la Culture, merci, monsieur le ministre, qui fut le premier à m'avoir nommé, il y a longtemps, je ne dirai pas la date, commandeur dans l'ordre des arts et des lettres. Je vous remercie à vous tous, ainsi qu'à M. Sanchez, créateur des Rimbaud du cinéma. Bravo. Merci, donc l'année prochaine, nous allons rendre aussi hommage à Arthur d'Arabie. J'espère que M. Jack Lang, qui est président de l'Institut du monde arabe, entendra nos appels. Mais je lui rappellerai. Ne vous inquiétez pas, je suis tenace. Même s'ils parlent entre eux. Si vous m'appelez, une petite photo, non? Voilà, donc, merci. Voilà. Donc on va parler du travail commun avec. Au revoir, merci beaucoup. Merci aussi pour la salle de cinéma qui maintient aussi avec nous le feu sacré du cinéma d'auteur. Voilà, donc j'aimerais que Frédéric ou Vladimir, vous puissiez nous parler de ce film, comment vous avez... Parce que ce film parle de musique aussi. Oui. Je voudrais juste, peut-être pour lancer, puis on est là pour répondre aux questions aussi de ceux qui le souhaitent dans la salle, mais juste pour faire part d'une petite anecdote en lien avec la musique sur le cours de la vie. C'est qu'à l'origine, dans le scénario tel qu'il était prévu avant le tournage, il y avait donc des extraits de films que voyaient les étudiants dans le cours avec Agnès Jaoui. Et puisqu'on avait tellement peu d'argent pour faire le film, j'ai eu une idée, c'était qu'on ne voit pas les extraits, parce qu'avoir des extraits, ça coûte de l'argent, il faut acheter les droits, et qu'on reste sur les spectateurs, c'est-à-dire sur les étudiants dans la salle de cours, qui regardent l'extrait, on reste sur eux à l'image, et on entend la musique, et par la musique, on comprend qu'ils voient un film. Car la musique, dans ce cas, fait le cinéma. Et l'idée, c'était qu'à chaque fois, il y avait une musique faisant référence à un genre cinématographique différent. Et donc j'en ai parlé à Vladimir, et c'est là où je lui passe la parole pour voir comment il a réagi. Vous connaissez déjà sa réponse puisque sa musique est dans les films, mais voilà donc une petite spécificité du cours de la vie, c'est la musique qui fait le cinéma. On reste sur les visages des étudiants et on entend la musique qui est un appel à l'imaginaire. Écoutez, je vais répondre à la question de Frédéric Socher, mais d'une manière qui ne va pas satisfaire tout le monde, parce que personnellement, je considère qu'il n'y a pas de musique descriptive, c'est-à-dire qu'une scène ne correspond pas forcément à un genre de musique ou à une musique spécifique. Vous pouvez mettre une symphonie de Mozart sur une scène d'horreur, de drame, de tout ce que vous voulez, elle habillera très très bien le film et elle deviendrait une musique d'horreur. C'est-à-dire que la musique prend la couleur du film sur laquelle on la projette. Et quand Frédéric m'a parlé
cette idée qui était une idée nouvelle. Enfin, je ne sais pas qu'il existe un autre film dans lequel la musique doit donner le ton de la scène et qu'on ne le voit pas. Je me suis dit, mais c'est difficile parce que la musique ne décrit pas. Vous écoutez une fugue de Bach, elle ne vous parle pas d'amour, d'une histoire ou de quelque chose. Elle est musique, tout simplement. Et dans ce sens, c'est le public qui crée son film en écoutant cette musique. Et la magie, c'est que en voyant le néant, puisque dans ces moments-là, le film n'a pas d'image, n'a pas d'image. Il y a uniquement le les son. visages des étudiants. Les visages des étudiants. Donc en voyant le visage des étudiants et en écoutant la musique qui n'est pas forcément descriptive, ils vont imaginer que c'est la musique du film. Comme par exemple dans Apocalypse Now, vous avez la Valkyrie de Richard Strauss, qui est une musique qui n'a pas du tout été écrite pour le film, c'est une musique qui est faite complètement en dehors du film, mais les gens, en écoutant cette musique-là, ils imaginent déjà la scène et le film en question. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose de mon charabia, mais c'est comme ça que j'ai envisagé cette musique, et ça semblait satisfaire Frédéric, qui l'a accepté. Voilà. Je confirme. Est-ce que peut-être vous êtes là aussi pour éventuellement poser des questions ou réagir au film que vous venez de voir? Profitez. Tout le monde est timide, c'est normal. Non, tout le monde n'est pas timide. Qu'est-ce que vous avez dit, Alain? Non, je me demandais éventuellement si dans la salle il y avait des questions, des commentaires, des réactions. Moi, je vais te poser une question. Enfin, pas poser une question, je vais juste, pour ton film, parler de ton film, très court. Premièrement, c'est bien fait. Ça mérite le succès. Tu as fait des entrées intéressantes. Il y a 100 000 entrées, je crois. Un circuit, 150 salles. Bon, M. Cosma est là, avec la musique, on connaît tous M. Cosma. Et puis moi, je trouve que le film, moi, il me plaît beaucoup, parce que c'est vrai, le scénario, c'est ce qui fait tout. Et comme en ce moment, le cinéma français, malheureusement, patine un peu, c'est qu'il n'y a plus d'auteurs. Et il y a un moment, il faut quand même trouver des scénaristes qui savent écrire. Ils racontent des histoires, mais c'est tellement difficile de raconter des histoires. Et personnellement, pour moi, un scénario ne peut pas s'écrire tout seul. Il doit y avoir un deuxième œil, troisième œil, plusieurs personnes. Et ce genre de cinéma, j'aime bien, parce que j'en ai fait, et je voudrais en faire d'autres, mais malheureusement, en ce moment, c'est compliqué. Et demain, je vais aller voir Scorsese. Je mélange les films, mais je suis obligé. Parce que il y a ce cinéma de ce monsieur, et puis il y a le cinéma de M. Scorsese. Voilà. Et bravo. C'est tout ce que je voulais dire. Merci pour cette compagnie. Un accent. Je veux juste dire d'abord merci. Mais tu n'as pas répondu à une question que tu me posais avant. Le film, est-ce qu'il y en a pour l'argent? Parce que le film, c'est fait pour 600 000 €. Oui, je sais, mais je n'ai pas voulu parler de ça, parce que je suis toujours très... J'aime pas parler d'argent devant le public. Je t'en ai parlé, je t'ai dit tout à l'heure à l'oreille, ça vaut ces 600 000 €. Alors, là, pour rebondir sur la question du scénario, tu disais, un scénario doit être aussi accompagné. Je pense qu'il y a, d'abord, d'un strict point de vue du droit d'auteur, c'est très important, le droit d'auteur. Il y a 3 auteurs qui sont reconnus comme tels en France dans le cinéma, c'est le scénariste, ou les scénaristes, il y en a plusieurs évidemment, le réalisateur, la réalisatrice, et le compositeur de la musique de film. Et je pense que ce n'est pas un hasard
parce que je pense qu'il y a une manière de raconter l'histoire par le scénario, par la mise en scène et par la musique. Changez la musique sur un film et vous verrez que les émotions, le même film, que les émotions ne sont pas les mêmes alors que le montage et les acteurs seraient identiques. J'ai la faiblesse de penser aussi que la mise en scène peut aussi être une forme d'écriture et que c'est vraiment la complémentarité entre le scénario, la réalisation et la musique, auquel il faudrait d'ailleurs ajouter d'autres éléments. Et c'est le côté organique du cinéma qui me fascine comme réalisateur. Par exemple, on partage, Manuel et moi, mais on n'est pas les seuls, l'amour des acteurs. Donc évidemment, changer un acteur dans un casting avec le même scénario, ce ne sera pas le même film, et l'émotion passe évidemment beaucoup par les acteurs. Et aussi une autre écriture qui n'est pas, d'après moi, suffisamment reconnue, qui est le montage, puisqu'évidemment, au montage, on peut aussi réécrire pour partie le film, et que c'est une nécessité pour le rythme et pour que le film soit abouti. C'est François Truffaut qui disait « Je tourne contre le scénario et je monte contre le tournage ». C'est pas juste un mot d'esprit, c'est que je pense qu'il faut qu'elles sont, et pas pour la nostalgie d'un film qu'on a rêvé, et donc avoir la force, ce qui n'est pas toujours facile, d'où l'intérêt d'avoir un producteur, de pouvoir avoir la bonne distance et non pas rêver un film, parce qu'on n'en est plus là, qu'on est en montage, mais voir concrètement quel film ça peut être, ce qui nécessite toujours une part de réécriture au montage. Donc c'est toutes ces étapes, à mon avis, d'écriture. Évidemment, la première d'entre elles, c'est le scénario, qui fait la richesse ou les défauts, les qualités d'un film. Jacques, je voulais juste te dire quelque chose après. Quand on parle de scénario, parce que le scénario, moi j'ai participé à un film, je pense que beaucoup de personnes l'ont vu, La leçon de piano. Ce scénario, personne ne voulait, même Jane Campion et Jane Chapman ont fait le tour des grosses majeures américaines, ont refusé. Et nous, chez nous, à Civi 2000, à l'époque, M. Bouygues avait créé une société qui s'appelait Civi 2000 que pour faire du cinéma, qui n'avait rien à voir avec TF1. Cette femme est rentrée, nous a présenté ce scénario, et le scénario n'avait que 10 pages, 15 pages. Et c'est là où ça devient très intéressant, comme ce monsieur disait, que si le producteur ne sait pas lire, le film ne se fait pas. C'est pour ça que c'est l'écriture de scénario très important. Bien sûr, le réalisateur, on ne va pas déterminer toutes les fonctions du cinéma pour faire un film, parce que là, on en a pour longtemps. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, merci. Et je ne veux pas parler trop de son piano, parce que ça serait trop long. Mais le cinéma, c'est pas que le scénario, vous le savez, il y a l'auteur, il y a le réalisateur, il y a les techniciens. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est une équipe. Un film ne se fait pas tout seul. Je vous remercie. Merci. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous remets. Ah, vous me remettez. Enfin, je vous le remets, non, je le remets. Voilà, parce que je ne vais pas le garder, c'est pour l'année vous. prochaine, non? Bon, voilà. Donc, monsieur Cosma, il y a une voiture, si vous voulez repartir maintenant. Qu'est-ce qui se passe là? Maintenant, effectivement, pour vous, vous pouvez éventuellement... Peut-être qu'il reste encore 2 minutes. Oui, bien sûr. Alors, moi toute l'équipe des Rimbaud a voulu aussi honorer le réalisateur Frédéric Socher, puisqu'il se bat depuis des années à contre-courant d'une certaine logique. Alors, on lui a décerné un Rimbaud avec cette mention liberté libre. Voilà, et donc cette liberté libre, c'est une formule, en tout cas, Rimbaud a dit: je m'entête affreusement à adorer la liberté libre. Voilà, donc je remets au nom de toute l'équipe des Rimbaud ce Rimbaud, cette statuette également au réalisateur. Voilà. Regardez, hop, ensemble. Allez, une petite photo. La photo. Bien. Je voudrais remercier toute l'équipe des Rimbaud
parce que Patrick Bruni dans la salle et je rappelais qu'il y a presque 40 ans, ça ne me rajeunit pas, j'étais chez lui, donc j'ai commencé à faire un premier film il y a 40 ans, court-métrage. J'avais vu Patrick quand je venais de faire un film avec Serge Gainsbourg, j'avais 18 ans. Et donc Patrick et tous les cinéastes qui sont ici savent à quel point on doit se battre pour faire des films. Ça a parfois un côté Don Quichotesque d'ailleurs, mais c'est aussi la beauté du cinéma, c'est de continuer à y croire et de se battre pour que les films auxquels on rêve se fassent. Merci beaucoup. Frédéric, Oui, c'est bon. bien sûr. Tu veux? Oui. Frédéric, je ne t'avais pas reconnu, Frédéric. Je vais te dire un mot. Tu avais 18 ans, tu étais très jeune quand je t'ai Oui, reconnu. j'avais 18 ans, oui. Très très jeune. C'est lui le micro. Frédéric, je ne t'avais pas reconnu tout à l'heure. Excuse-moi parce que j'étais invité par Alain Depardieu et Sanchez et je ne savais pas les films que j'allais voir. Je ne t'avais pas reconnu. Tu avais 18-20 ans quand je t'ai connu en 85. Et alors, ce qui m'étonne, parce que je t'avais connu par un grand écrivain, Bernard Noël, qui avec Alain Depardieu a porté un scénario pendant 15 ans ensemble vers le Yémen, terre déshéritée aujourd'hui. Et j'ai une question à te poser par rapport au film que j'ai vu, justement. C'est que j'ai un souvenir très impressionnant de ce que tu étais jeune, avec un père qui est un grand écrivain, enfin quelqu'un que Bernard Noël m'avait fait connaître, et pardon de ne pas avoir reconnu tout à l'heure. Et la question que je te pose, c'est comment peut-on devenir aussi classique dans la lecture d'un scénario après le jeune que j'ai connu, qui adorait Lio, qui était amoureux de Lio, je crois, la Belge incandescente. Et comment tu es devenu aussi sérieux et aussi grave, je veux dire, dans le récit scénaristique d'un cinéma qui porte quand même une certaine tradition, et c'est pas péjoratif de le dire. Donc c'était mon étonnement, c'est de découvrir tant de temps après un homme qui, de sa jeunesse effervescente, était devenu aussi sérieux, aussi grave, quelque part. Alors, est-ce que vous voulez que je vous chante une petite chanson de Lio pour vous montrer que je suis pas sérieux? Non, non. On n'est pas sérieux. Il ne faut surtout pas être sérieux, et encore moins se prendre au sérieux. On est tous, qu'on le veuille ou pas, et donc je ne sais pas du tout à moi de juger comment j'étais à 18 ans et comment je le suis aujourd'hui. On est tous forcément forgés par nos parcours, par nos cours de vie respectifs. Et je pense que justement, mais c'est le droit que ce soit ton avis. Et c'est ça qui est important quand on voit des films aussi, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord sur les films. Et le cinéaste, le premier, doit être réceptif aux critiques, y compris négatives. Je me battrai à titre personnel pour qu'il puisse, y compris avoir des critiques négatives sur mes propres films, parce que sinon on ne fait pas de cinéma, si on n'est pas ouvert aux critiques. Et je ne pense pas que ce soit la définition du cours de la vie de dire que c'est un scénario classique, parce que c'est un scénario dont justement personne n'a voulu, parce qu'il y avait un pari qui était de faire un cours de scénario, et que la moitié du film se passe pendant un cours, et en tout cas aucune chaîne de télévision, et pratiquement aucun financeur, à part quelques rares personnes qui ont permis au film de se faire, y croyaient, parce que justement ils trouvaient que ce n'était pas du tout classique, et totalement atypique, et que iconoclaste même, et que personne n'y verrait aucun intérêt, si ce n'est peut-être quelques scénaristes. Je peux vous garantir que j'ai fait un certain nombre de débats, avec Agnès Jaoui, parfois seul, et que j'ai rencontré plein de spectateurs et spectatrices qui ne sont pas dans le cinéma, et qui ont été intéressés par ce qui se passe émotionnellement dans le film, qui en ont été touchés. Et c'est ce qui compte pour moi, c'est que ces spectateurs-là, voilà, aient eu cette rencontre avec le film. Et en ce qui me concerne, maintenant je change de casquette et je mets celle de spectateur et pas celle de réalisateur. Ce qui m'importe quand je vois un film, je prends donc des films des autres, c'est est-ce qu'il m'en reste quelque chose après? Alors c'est éminemment subjectif, mais il y a tellement de films qui sont bien scénarisés, pour reprendre ton expression classique, qui sont bien mis en scène, qui sont bien joués, et aussitôt vus, aussitôt oubliés. Alors je préfère 1000 fois un film qui a des maladresses, mais dans lequel je sens le regard d'un cinéaste, il y a une émotion qui passe parfois par la musique, parfois par l'image, et qu'il y a des restes comme ça qui continuent à me travailler de l'intérieur et qui me changent. C'est ça qui m'intéresse, que ce soit avec un livre, avec un film d'ailleurs, ou avec une musique. C'est à quel point il y a une rencontre entre une œuvre et celui qui l'écoute, celui qui la voit, celui qui la lit, et à quel point ça peut changer nos vies
C'est à ça en quoi je crois, en tout cas, en tant que spectateur, en tant qu'amoureux du cinéma. Voilà, donc je ne suis pas là pour juger mon propre travail, mais en tout cas, j'ai été heureux qu'il y ait des spectateurs, des spectatrices et des critiques qui apprécient le film, parce que c'est important, évidemment, on ne fait pas un film qui ne soit pas vu, qui ne soit pas aimé, ça c'est certain, mais je respecte aussi les avis de chacun et chacune, si ce n'est pas le cas. Voilà, je suis là à te répondre. Merci. Merci Frédéric. On va, donc, merci Frédéric. Voilà, donc tu as raison. Patrick Bruni, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'avais vu son film Xouyev, j'avais aussi L'outrage aux mots. Ce sont des films qui m'ont touché. Et ce n'est pas forcément des films qui ont été portés par l'industrie du cinéma, mais il ne faut surtout pas abdiquer par rapport à ce qu'ils appellent aujourd'hui l'industrie culturelle. Moi, j'en ai marre de voir des raviolis industriels cinématographiques. Et les Rimbaud ont été créés pour montrer une autre partie, un autre pan du cinéma qu'on veut nous cacher ou qu'on méprise. Voilà, donc merci d'être venu pour soutenir à la fois cette salle et les Rimbaud du cinéma qui ne soutiennent que les films tels que ceux qu'on vous présente aujourd'hui et qu'on vous présentera demain. N'oubliez pas que demain, il y a 2 films aussi qui ont été récompensés par des jurys différents, des Rimbaud du cinéma, un très beau film libanais qui s'appelle Good Morning, et ainsi qu'un film portugais qui s'appelle Le Dernier Bain, qui sera présenté demain, ici dans ce salle, 14h et 16h. Alain voulait intervenir. Non, je pense que... Voilà. Donc maintenant, on va passer au film d'Arthur Joffé. Pardon. Il est là, Arthur. Arthur va venir après le film, pour discuter. Donc, moi, je vais pouvoir discuter avec mon ami Bruni. Voilà. Je vais m'absenter pendant une demi-heure. Voilà. Et donc Arthur Joffé, je l'ai découvert dans les courts-métrages, notamment La Découverte et Merlin ou Le Cours de l'Or, Palme d'Or, il y a très longtemps. Et ce cinéaste a beaucoup de mal à trouver aujourd'hui des producteurs, des gens qui sachent lire. Tu as dit, il faut savoir lire un scénario. Il faut savoir lire un scénario parce que le scénario, d'abord, ton film très très bien. Mais, je sais pas, quand on voit tout ce qui se passe, en fait, il y a beaucoup de scènes qui sont très touchantes. Et puis elle est formidable, Agnès. Formidable. Voilà, bon, on vous laisse en compagnie d'un autre film.